monter dans une voiture, entrer une destination et ne rien faire. Pendant des années, ça relevait de la science-fiction, mais aujourd'hui, on sent que ça commence à rouler. Tesla a testé son système de conduite autonome il y a déjà quelques semaines en Belgique, mais au fond, où en est-on aujourd'hui ? J'ai avec moi pour ce podcast Perspective Robert Van Apeldoorn. Il est journaliste et expert pour toutes ces questions en mobilité. Bonjour Robert, alors une première question que je vais vous poser, c'est quand Tesla parle de conduite autonome, est-ce qu'on peut réellement parler d'autonomie ? Bonjour Marion. En fait, donc ce qui est à l'œuvre actuellement pour Tesla en Belgique, c'est qu'ils sont autorisés, ils peuvent faire rouler des voitures avec un dispositif que je qualifierais de conduite semi-autonome. C'est ce qu'ils appellent le FSD, je pense. Donc c'est un système d'aide à la conduite extrêmement perfectionné, mais c'est pas une conduite totalement autonome au sens où vous pouvez aller d'un point A à un point B, la voiture va rouler toute seule, mais le conducteur ou la conductrice doivent rester en responsabilité, ils doivent regarder devant eux, sinon il y a des signaux qui vont se mettre en marche, ils doivent être capables de prendre à tout moment le volant, reprendre le contrôle du véhicule. En général ça va, mais parfois il peut, pour une priorité de droite ou pour la traversée d'un chantier, il faudra quand même reprendre le contrôle. Mais c'est assez bluffant déjà. Et justement, pour essayer de comprendre à quoi ça ressemble une fois qu'on est installé dans les véhicules et qu'on active cette possibilité, cette option, il y a un petit radar qui vérifie que nos yeux sont bien concentrés sur la route. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Absolument, c'est d'ailleurs, je pense, prévu réglementairement. Donc il faut qu'il y ait un système qui atteste que le conducteur est toujours attentif. Donc vous pouvez pas commencer à chipoter sur le smartphone, à lire un magazine, sinon vous avez un signal qui va intervenir parce que vous devez être capable de reprendre le volant à tout moment. Quand on dit à tout moment, est-ce qu'il y a un laps de temps qui est prévu pour que le conducteur puisse réagir ? C'est quasiment instantané. Là, si on rentre un peu plus dans la technique, parce qu'en fait, quand on parle de conduite autonome, il y a différents niveaux. Donc, c'est des normes internationales. Le niveau 0, il n'y a rien. Le niveau 1, c'est le cruise control adaptatif. Et le niveau 2, c'est là où on est avec Tesla. Donc, c'est une conduite semi-autonome. Donc, la voiture, elle va peut-être conduire toute seule du point A jusqu'au point B. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous devrez quand même reprendre le volant. Et alors, niveau 3, là, vous pouvez vaquer à autre chose, mais vous devez être capable de reprendre le volant dans les 10 secondes. Et alors, à partir du niveau 4, vous êtes plutôt dans ce qu'on peut appeler un robot-taxi. Donc, vous n'êtes plus conducteur potentiel, vous êtes passager et la voiture conduit toute seule. Donc là, si je comprends bien, on est dans le niveau 2. Vous avez parlé de la responsabilité. Il en va au conducteur d'être responsable de sa conduite. Est-ce que c'est le cas pour les niveaux supérieurs ? Alors, bien entendu, on ne parle pas de l'Europe là, mais est-ce que dans d'autres pays, il arrive d'avoir des niveaux qui soient supérieurs avec une responsabilité qui appartient alors au constructeur ? Oui, c'est une excellente question. C'est-à-dire que pour le moment, dans le système de Tesla et d'autres constructeurs qui pourraient proposer un niveau 2, le conducteur reste responsable à 100% en cas d'accident, des infractions du code de la route. À partir du moment où vous montez à des niveaux plus élevés, je sais qu'en Chine, ils ont maintenant mis en place toute une législation, des réglementations, où à partir de l'an prochain, à partir du niveau 3, c'est le constructeur qui est responsable. Donc ce n'est plus le conducteur, parce que c'est la voiture qui conduit, qui a la et s'il y a un excès de vitesse, c'est pas le passager conducteur, je dirais, qui est responsable, c'est le constructeur. Mais en Europe, on n'en est pas encore là. Donc au niveau 4, on va commencer à avoir des expériences de robotaxi à Londres. Je crois qu'il y en a déjà en Croatie, mais pour le moment, c'est encore ça viendra. Aux États-Unis, c'est fort développé, mais on n'en est pas encore là. Alors, avant de voir cette technologie Tesla rouler sur nos routes, c'est vrai que Elon Musk a dû demander l'accord pays par pays pour voir qui était prêt à se livrer à l'expérience. Aujourd'hui, l'Europe, elle est en train de faire un petit sondage, de voir au niveau de ses États membres, s'ils sont d'accord pour la majorité d'entre eux de voir ces voitures rouler sur leurs axes routiers. Il y a quelques freins quand même en Europe qui tiennent de la particularité de nos routes, de nos régulations. Il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est la priorité de droite. C'est vous qui m'avez appris que c'est une particularité fort européenne. Oui, en effet. En fait, la voiture autonome, on en parle souvent parce qu'on pense aux États-Unis. On a vu des reportages sur les robotaxis à San Francisco. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de priorité de droite. Donc, en fait, les carrefours, c'est assez simple. Il y a des stops
et donc ça régule le système, et c'est plus facile à automatiser. Tandis que la priorité de droite, c'est beaucoup plus complexe, et donc Tesla a dû adapter les systèmes pour essayer de faire en sorte, parce que si vous arrivez à un carrefour avec une voiture autonome, qu'il y a une voiture qui arrive à droite, mais que le conducteur de la voiture qui arrive à droite vous fait signe pour dire que vous pouvez passer, le système de la voiture en fonction autonome ne peut pas forcément déterminer que vous le laissez passer. Donc la voiture qui est en fonction autonome risque de s'arrêter jusqu'au moment où l'autre voiture va passer. Donc on risque d'avoir des hiatus. C'est un peu dans ce genre de situation que dans le système niveau 2, c'est bien que le conducteur reprenne le volant, parce que sinon sa voiture va rester bloquée et les klaxons vont fuser derrière. Je l'ai vécu, donc je l'ai vécu. Voilà. Alors, il y a aussi une question de signalétique. C'est vrai qu'une priorité droite, elle n'est pas toujours accompagnée d'un panneau. Il y a aussi parfois des lignes sur les routes qui sont plus très fraîches. Et donc là aussi, c'est peut-être des limites pour ce type de véhicule. C'est des limites, mais là, il y a des grands développements. D'abord, il y a des cartographies beaucoup plus détaillées que celles qu'on connaît. Et alors, on travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle. Je sais qu'en Chine, en Chine, c'est quand même assez complexe, parce que des vélomoteurs, c'est des circulations qui peuvent être extrêmement enchevêtrées. Et ils ont des systèmes de robotaxi qui roulent dans Pékin, dans Guangzhou, dans Shanghai. Et donc, ils arrivent avec des systèmes lourdement armés de traitement de données, d'éviter ce genre de problèmes. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas essayé en Chine comment ça marche. Pas encore, mais voilà. Donc technologiquement, on commence à trouver des solutions. Alors justement, on parle de technologie ici, donc concrètement, c'est quoi? C'est un logiciel, c'est une mise à jour. Quelle forme ça prend, cette automatisation? Alors si on prend le cas de Tesla, d'abord les Tesla sont équipés de caméras de tous les côtés, de systèmes de capteurs. Ça c'est un côté, et l'autre côté c'est toutes les données à laquelle la voiture accède. Et troisièmement, il y a tout le logiciel FSD qui permet la conduite autonome. Alors il y a plusieurs écoles. Par exemple, il y a les Chinois et d'autres comme Waymo travaillent avec des caméras, donc vision, mais aussi avec des systèmes lidar, dans des sortes de radars très performants, très coûteux, et dont Tesla ne croit pas dans ce système-là. Donc par exemple en Chine, je pense que les FSD est un peu moins performant que les systèmes chinois, parce que leurs voitures n'ont que des caméras. Donc là, il y a toutes des discussions encore sur quel est le meilleur équipement. Et aussi, il y a la question des conditions météo. S'il neige, s'il pleut. Maintenant, à San Francisco, c'est pas compliqué. La neige, je pense pas qu'il y en ait souvent. Mais chez nous, donc en fait, on doit aussi évoluer vers des systèmes de capteurs qui vont fonctionner même quand il neige, même quand il pleut. Donc on est un peu dans ces situations-là, et c'est à ça que servent les tests. Une petite remarque aussi par rapport à cette technologie intégrée dans les Tesla. Certains se plaignent d'avoir acheté un véhicule il y a quelques années, 2-3 ans, et qu'ils ne peuvent pas héberger cette technologie parce qu'il y a une forme pas dire d'obsolescence, mais que ça nécessite quand même une carte graphique, une mémoire, une capacité à intégrer cela. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette actualité ? En fait, c'est la même situation pour les smartphones. C'est-à-dire que si votre smartphone est un peu vieux, vous n'aurez plus de mise à jour. Je connais ça parce que j'ai pas une Tesla, j'ai une voiture électrique, mais je sais qu'elle date de 2021, et donc les logiciels les plus récents, je les ai pas. Et pour Tesla, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont acheté une Tesla il y a je sais pas quand, mais en tout cas, je sais à partir d'une certaine génération, on peut plus mettre le système FSD dans la voiture, et donc les conducteurs de Tesla souvent sont très fans, et quand ils voient qu'il y a la conduite autonome qu'on promet semi-autonome qu'on promet depuis tant d'années qui arrive, qui est autorisée en Belgique et aux Pays-Bas, peut-être bientôt dans toute l'Europe, dans l'Union européenne, pardon. Donc évidemment, ils se sentent un peu, pas grugés, mais enfin ils sont un peu tristes. Ils vont être obligés d'acheter une nouvelle voiture. Oui, c'est ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là, on se rend compte que pour le cas de Tesla, il n'y a pas vraiment eu d'innovation, de nouveaux modèles qui sont sortis, mais il y a ce rapport à la technologie qui est de plus en plus présent. On a l'impression que le véhicule, il évolue plus par des logiciels que par de nouveaux modèles, de nouvelles constructions. Est-ce que ça, c'est l'avenir du véhicule, vous pensez ? En fait, Tesla a été, je dirais, le constructeur qui a mis ça en avant. Donc, c'était la voiture smartphone. Donc, les gens achetaient une voiture et mois après mois, ils voyaient la voiture s'améliorer. Et tous les autres constructeurs ont dû suivre.
Ils ont essayé parce que tous n'y sont pas arrivés. Donc vous voyez que votre tableau de bord s'améliore, que l'autonomie s'améliore un petit peu. Mais ça, c'est la tendance générale. Hein. Donc les voitures deviennent logicielles. Et il faut des systèmes qui permettent de mettre à jour les voitures à distance par le réseau téléphonique, le réseau mobile. Alors que jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, il y avait déjà beaucoup de logiciels dans les voitures depuis au moins 20 ans. Mais la mise à jour, on n'en savait rien, mais elle se faisait au garage. On mettait à jour le logiciel des freins ou du moteur. Mais là, maintenant, on peut sentir qu'il y a une amélioration de la voiture et c'est à ça que s'attendent les clients aujourd'hui. Donc maintenant, Tesla a lancé ça, donc Volkswagen, Audi, tout le monde doit suivre, il doit faire des mises à jour permanentes. Les Chinois font la même chose. Donc ça, c'est la voiture d'aujourd'hui. C'est la Software Defined Vehicle, comme on dit. Oh, vous le dites bien, Robert. Alors, vous qui êtes spécialiste dans toutes ces questions mobilité depuis déjà très longtemps, plus de 20 ans, est-ce que vous êtes surpris par le rythme ? Il y a 10 ans, j'y croyais moyennement. Parce que, en fait, il y a déjà 10 ans, plus de 10 ans, on parle depuis longtemps de voitures autonomes. Et Tesla était un des premiers à en parler. Donc, en fait, Elon Musk promet la voiture autonome depuis plus de 10 ans. Mais comme il annonçait toujours par l'année suivante, on ne la voyait pas arriver. Donc, on se disait, c'est sans doute une manière de promettre. Faire rêver un peu. Faire rêver, mais bon, c'est comme ces promesses d'aller sur Mars, on ne sait pas. Hein, donc, voilà. Et donc, et alors maintenant, je dirais que les choses changent un petit peu parce que vous avez deux choses. D'un côté, vous avez ces voitures semi-autonomes qu'on voit arriver. Donc Tesla, maintenant, en Belgique, aux Pays-Bas, on peut avoir une voiture semi-autonome. Donc c'est pas l'autonomie, il faut savoir ce que vous faites. Mais enfin, donc au niveau européen, ça va peut-être être accepté dans tous les pays de l'Union européenne. Et vous allez voir, c'est les constructeurs chinois qui vont venir avec des voitures comme ça. Parce qu'en Chine, aujourd'hui, plus de 10% des voitures vendues ont d'office cette fonction de conduite semi-autonome. Donc un client intégré. Et sans option payante. C'est dans le prix de la voiture. Donc j'avais rencontré un responsable des développements technologiques chez Renault qui disait, c'est comme ça en Chine, et les constructeurs chinois, quand ce sera autorisé en Europe, ils vont venir avec ça en Europe. On y est, donc on va bientôt voir ça sans doute. Et donc ça veut dire que les constructeurs européens devront proposer eux aussi une conduite semi-autonome. Ça, c'est une chose. Quant à la conduite totalement autonome, des services de robotaxi, il y en a qui se développent aux États-Unis, en Chine, et en Europe, on va commencer à voir ça se développer. Mais pour le moment, c'est pas un business encore énorme, hein, parce qu'il est difficile à rentabiliser pour le moment. Mais là, je vais pas. Non, difficile à rentabiliser. Et puis il y a toutes ces questions d'emploi qui sont fort présentes dans les pays qui se testent ou qui utilisent notamment. Alors, on va peut-être faire un tour d'horizon des opérateurs, des marques qui sont actives dans tout ce qui est autonomie, automatisation des véhicules, lesquels on pourrait citer parmi les plus grands. Alors, un des pionniers, c'est quand même Google. Hein, donc, Google, je crois que je me demande si c'est pas en 2010 qu'ils ont lancé l'idée qu'ils allaient investir beaucoup. Bon, Google fait des bénéfices gigantesques. Et ils se sont dit, on va investir dans des projets fous. Et un des projets, c'était la voiture autonome. Tout le monde rigolait à l'époque. Alors maintenant, cette activité s'appelle Waymo. Et il y a des robots taxis Waymo à San Francisco, dans différentes villes. Et à Londres, moi, j'ai vu un robot taxi qui s'est arrêté pendant que je traversais la rue. Donc il était en test. Hein, il y avait quelqu'un qui était quand même là pour contrôler. Donc ça veut dire qu'à Londres, vous allez avoir, peut-être d'ici la fin de l'année, un service de robot taxi que vous pourrez utiliser. Donc ça, c'est Waymo, de Google. Ça, c'est un. Il y a aussi, vous avez Tesla. On a parlé de Tesla. Donc ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et maintenant, Tesla, ils annoncent pratiquement pas de nouveaux modèles. Le seul nouveau modèle qu'ils ont annoncé, un des seuls, c'est un robot taxi. Donc une voiture de 2 places, avec une autonomie pas énorme d'ailleurs. Et donc ils vont, je ne sais pas où elle va rouler, parce que c'est autonomie totale. Hein. Donc en Europe, elle n'est pas autorisée, donc je ne sais pas. Donc Tesla qui développe cette technologie et différents types de logiciels, comme la conduite semi-autonome, le FSD. Et alors en Chine, vous avez notamment Baidu, qui est un acteur important, Pony aussi, WeRide. Donc c'est en Chine, on connaît moins parce qu'il faut y aller pour le voir, mais ils sont aussi très loin. Donc ça, c'est des grands acteurs. Non, ce sont souvent des grands acteurs technologiques. Hein. Là, on entend bien, c'est moins des constructeurs dans le core business de véhicules que de technologies en tout genre qui ont vraiment marqué nos générations.
Oui, ben d'un côté, il y a les constructeurs, mais les constructeurs eux-mêmes ne développent pas forcément la technologie autonome. Donc, par exemple, et d'un autre côté, Google, Waymo ne fait pas de voiture. Donc, ils ont des accords avec Jaguar. Donc, c'est des Jaguars qui, je crois, sont électriques, avec la technologie Waymo dedans. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, il n'y a que Tesla où c'est intégré. Le Tesla est un peu singulier dans le monde automobile. C'est un constructeur totalement intégré. Tandis que, en général, dans le monde automobile, il y a beaucoup de sous-traitance. Donc voilà. Est-ce qu'en matière de responsabilité, le fait de proposer un robot-taxi dans les pays où cela est légal ou d'avoir un véhicule privé, c'est la même chose? Je ne sais pas si vous avez une idée de comment ça fonctionne en matière de responsabilité pour les robots-taxis, justement. Pour le moment, quand on parle d'autonomie totale, c'est des robots-taxis, donc c'est des véhicules partagés. C'est des taxis, quoi. Et donc la responsabilité, c'est l'opérateur qui la prend. Il n'y a pas de chauffeur, donc fatalement, il n'y a personne. Il y a le client c'est pas seulement. Le client, quoi. Mais le client n'est pas responsable, de même qu'un simple taxi, vous n'êtes pas responsable si jamais il y a un accident avec le véhicule. Je ne connais pas, à ma connaissance, de situation où il y a des voitures totalement autonomes détenues par des particuliers. Je dirais, ma science est un peu limitée à ce niveau-là. Je dirais que il y a aussi un problème de coût, c'est qu'une voiture totalement autonome va coûter très 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 cher. Donc peut-être que pour le moment, alors à l'origine, quand on parlait de voiture autonome, c'est de ça qu'on parlait. Et même Elon Musk, sa grande idée qu'il défendait, c'était dans le futur, un client pourrait acheter une Tesla totalement autonome, et quand il l'utilise pas, il pourrait se faire des revenus en la mettant en service, un peu comme robotaxi à temps partiel. Donc ça, c'était une des grandes idées qui avait été développée. Et donc, c'est vrai qu'on se disait sur le papier, oui, c'est vrai, c'est pas idiot. Même si la voiture coûte plus cher, finalement, peut-être que ça va rembourser peut-être même la voiture complètement. Donc voilà, puisque la voiture, on l'utilise 5 ou 8% du temps. Hein. C'est ça. Et par rapport au robotaxi, en fait, comment ça fonctionne? Elle est en permanence en train de conduire en direction des clients. Comment ça se passe dans les faits? Alors là, ça c'est une bonne question. Je connais pas bien le détail là-dessus, mais je sais que c'est assez complexe à rentabiliser parce que donc il faut que la voiture elle est en mouvement, donc à vide aussi. Ce qui parfois embête, parce que la ville de San Francisco n'en voulait pas. Hein. Donc c'est l'État de Californie qui a accepté, mais pas la ville. Puis deux places, c'est vrai que c'est assez deux places, oui, je ne sais pas combien de places c'est pour Waymo, mais bon, en tout cas, vous devez avoir des emplacements pour recharger, des emplacements de garage, et alors la voiture doit circuler. J'imagine qu'il y a des logiciels qui gèrent la situation, et vous devez avoir des personnes qui supervisent. Donc ça veut dire que vous avez des gens qui doivent à tout moment pouvoir intervenir, si jamais il y a un signal comme quoi il y a une voiture qui est bloquée quelque part, donc il doit voir un peu s'il n'y a pas quelque chose à faire. Donc il y a rien à... d'ailleurs, j'avais lu quelque part une des études comme quoi le coût d'un déplacement dans une voiture Waymo à San Francisco coûtait en général plus cher que le coût d'un simple taxi ou d'un Uber. Oui, donc ça, c'est quand même une donnée à prendre en compte. Hein. On l'a dit, il y a des questions d'emploi. On pourrait faire un podcast juste pour aborder tous ces aspects-là. On parlait de la Chine et d'une avance qui est très structurelle sur ce continent. Il y a récemment une régulation qui a été mise en place par rapport à ces voitures autonomes sur place, là-bas en Chine. Oui, j'avais fait allusion à ça tantôt, c'est-à-dire que le ministère de l'Industrie, je ne sais pas quoi exactement, c'est-à-dire jusqu'à présent, en Chine, c'était une sorte d'autorégulation, et maintenant, ils ont mis en place tout un système réglementaire et légal. D'abord, les voitures devront être homologuées pour leurs différents niveaux d'autonomie. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, les questions de responsabilité seront bien définies, ainsi que ce que signifie exactement chaque niveau d'autonomie. Donc, on a parlé de niveau 1, niveau 2. Niveau 2, c'est ce dont on parle en Belgique avec la conduite semi-autonome de Tesla. Et alors, niveau 3, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire que, en fait, c'est la même chose que niveau 2, sauf que le conducteur est appelé à intervenir que dans les 10 secondes s'il y a un problème. Donc, ça veut dire qu'il peut faire autre chose, lire un magazine, par exemple, ou regarder la télévision. Mais en Chine, à partir du niveau 3, la voiture doit être équipée d'un système où, en cas de
problème, si jamais le conducteur ne réagit pas, la voiture va pouvoir se ranger, se mettre en position de sécurité, se garer et mettre les 4 clignotants automatiquement. C'est ça. Ça, c'est la réglementation chinoise. Et enfin, la responsabilité, on en a parlé à tantôt, en Chine, ils ont déterminé qu'à partir du niveau 3, la responsabilité bascule chez le constructeur. Donc si au niveau 3, il y a encore un conducteur qui pourrait intervenir, au niveau 4, c'est fini, mais le conducteur n'est plus responsable. Mais quand même, si je comprends bien, au niveau 3, on n'est quand même pas censé dormir sur son siège pendant 25-30 minutes. On doit toujours rester attentif. Ce ne serait qu'au niveau 4 que là, on peut y aller confortable, quoi. Exactement, c'est une bonne remarque. En fait, dans les réglementations chinoises, il est prévu que la voiture doit être équipée de dispositifs pour voir que le conducteur soit toujours réveillé, qu'il soit toujours apte. Donc il ne doit pas regarder la route comme à le niveau 2, mais il faut être certain qu'il soit capable de reprendre le volant dans les 10 secondes. Donc ça, c'est prévu. Il y a des systèmes électroniques. Donc maintenant, c'est des voitures qui vont être bardées de capteurs à l'intérieur, à l'extérieur. Ça va sonner. Ça va sonner. Donc oui. Voilà, donc ça c'est comme ça. Et alors, vous disiez que en Chine, ce service, il est intégré, et souvent pas du tout payant, comme c'est le cas pour Tesla. Est-ce que ça veut dire que, eh bien, ce système risque très bientôt d'arriver chez nous, et dès lors que ce prix qu'impose Tesla, environ une centaine d'euros par mois pour cette conduite semi-autonome, eh bien, soit amené à devenir plus démocratique en termes de coûts? Alors bon, on peut faire un peu pas de science-fiction, mais voilà, oui, en fait, pour le moment, Tesla est à peu près le seul à proposer ce type de service, et donc ils le font payer, ils le monnaient. Mais si j'en crois ce que j'ai entendu là chez Renault, là donc le responsable qui disait qu'en Chine, c'était même pas une option, c'était d'office dans beaucoup de voitures, et que si ça arrive en Europe, les constructeurs européens devront faire la même chose. Donc c'est possible que ce sera un équipement un peu comme l'ABS, un équipement nouveau qui à l'origine est payant, comme l'air conditionné ou je ne sais pas, donc et qui après sera d'office intégré dans la voiture. Hein, donc voilà, c'est possible qu'il en soit ainsi, à condition que l'Union européenne accepte. Je dirais que tous les pays autorisent l'usage de ce système. Parce qu'en fait, on va voir un peu avec l'expérience. Hein, parce que si on constate qu'il y a quand même des accidents qui sont dus au fait que les gens sont quand même plus distraits qu'on ne pense, donc là, on va avoir une période. J'ai eu des contacts d'ailleurs avec Vias, ex-sécurité routière, où eux, ils trouvaient intéressant qu'on accepte la conduite semi-autonome, mais ils trouvaient qu'il fallait y aller très progressivement. Parce que la grande crainte, c'est que dès qu'il y a un accident, on va remettre en cause toute la législation et tout le système. Donc avant d'arriver à la conduite totalement autonome, surtout en Europe, on est beaucoup plus prudent que dans d'autres pays. Donc on va quand même faire très attention. Donc on va suivre ça avec intérêt, les journalistes aussi d'ailleurs, oui. Tout à fait. Alors juste un petit mot, est-ce que les premiers tests là sur nos routes ont été concluants? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il y a eu plusieurs. Je crois qu'il y a des journalistes qui ont fait ça. Hein, ils ont tous été assez bluffés par le système. Donc certains ont constaté qu'à certains moments, effectivement, il fallait quand même reprendre le contrôle. Donc je crois que ça attire de l'intérêt. Hein, donc puis ça dépend. Il y a des gens qui trouvent ça très bien. Ils sont un peu gadgetophiles et tout. D'autres. Il se dit, je conduis, c'est bien. Mais enfin, c'est vrai, moi, ici, je viens d'arriver, quand vous suivez, je dirais, des embouteillages sur le ring, finalement, si la voiture roule toute seule, c'est pas plus mal. C'est confortable. Donc, c'est confortable. On va pas se le cacher. Robert, en tout cas, merci beaucoup d'avoir apporté ces précisions dans cette actualité qui paraît de la science-fiction, mais chaque jour un peu moins, on s'en rapproche, et j'espère qu'un jour, on pourra parler des voitures volantes avec vous. C'est peut-être plus proche que ce qu'on pense. Mais là, il faut une licence de pilote. Ah oui. Bon, en tout cas, on y reviendra peut-être. Merci beaucoup, Robert, pour votre temps. Et merci à vous aussi, auditeurs, d'avoir écouté ce podcast qui vous est proposé par Perspective et le magazine Trends Tendance. Je vous souhaite une excellente après-midi, bonne soirée ou peut-être bon matin si vous nous écoutez à ce moment-là. À très vite sur nos antennes. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.